Bom, boa tarde, a todos. Bonjour à toutes et à tous. Je comprends pourquoi Nadège était un petit peu inquiète par les questions de temps, parce qu'effectivement, l'horloge avance ici dans la salle. Donc là, il est 14h34 maintenant. C'est un plaisir d'être ici pour modérer cette session. C'est une session particulièrement importante. Le dialogue sur la connaissance en tant que bien commun concernant la science ouverte et démocratique qui est si présente dans notre quotidien. Nous avons deux personnes très qualifiées ici pour parler dans le cadre de ce débat. Nous allons entendre dans l'ordre professeur Renato Janine Ribeiro, notre collègue à l'université, qui dispose d'une vaste expérience et qui actuellement est le président de la Société brésilienne pour le progrès de la science. Carolina Videla, également de l'Assemblée constituante du Chili, va nous parler de l'expérience récente d'une proposition d'une nouvelle constitution et de l'importance de cette proposition concernant la connaissance en tant que bien commun. Nous allons commencer avec une présentation du professeur Renato, et nous aurons ensuite Carolina. Bonjour à toutes et à tous, et en particulier à notre invitée Carolina Videla, qui, comme l'a dit le Paulo Sanzweig, participe à l'Assemblée constituante chilienne et élabore un projet de constitution absolument admirable, mais qui malheureusement n'a pas été approuvé lors du référendum qui s'est tenu. Je tiens à saluer également le professeur Paulo pour le travail qu'il effectue à la direction de recherche de l'USP et directeur de l'innovation maintenant. Alors, de quoi parle-t-on ici? Nous avons un problème très sérieux dans la coproduction scientifique dans les domaines qui privilégient des publications dans des revues. Alors d'abord, parlons des humanités. Dans les humanités, les principales publications sont toujours les livres, et il y a une augmentation de la publication dans des revues, mais c'est principalement de livres que l'on parle. Je ne pense pas que cela doive changer. J'ai été directeur d'évaluation de la CAPES entre 2004 et 2008, et c'était un problème sérieux puisque nous avions constamment des campagnes pour que les humanités changent leur forme de publication, leur forme de produire de la science et de la recherche. Et il y a eu donc un soutien fort apporté aux revues à l'époque. Je n'ai rien contre les revues, mais ça ne fait pas partie de la mission des agences de soutien à la recherche, d'aucun évaluateur. Il n'appartient à aucun évaluateur de dire comment la recherche doit être faite. Les évaluateurs doivent trouver les bonnes recherches et doivent les valoriser. Mais les évaluateurs ne doivent pas dire quelles sont les conditions pour qu'une recherche soit considérée comme étant bonne. Voilà, c'est un premier point qui exige donc une façon différente de travailler en fonction des domaines de recherche dont on parle, avec des publications plutôt dans des revues ou alors plutôt dans des livres. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est que le facteur d'impact, c'est un outil de mesure très utilisé dans des publications, dans des revues. Le facteur d'impact n'examine pas, pour ainsi dire, la qualité de la revue. Il examine sa fécondité. Qu'est-ce que le facteur d'impact mesure? Le facteur d'impact mesure combien de publications ont eu lieu, combien de citations ont eu lieu d'un article ou d'un autre. Et pour expliquer un petit peu comment c'est pratiqué, comment les choses sont pratiquées, cet outil de mesure, prenons en considération la revue d'anthropologie du département de notre ami Fernand Peixoto qui est dans le public. Donc, on parle de cette revue. Considérons une année qui est déjà clôturée, les données ont été collectées déjà, etc. On va voir combien d'articles ont été publiés à l'origine dans la revue d'anthropologie et qui ont été publiés ensuite dans d'autres revues qui constituent donc la base de cette évaluation. Donc, on va voir par exemple qu'il y a eu 100 citations de la revue d'anthropologie dans toutes les revues qui font partie de cette base de données. Eh bien, nous allons ensuite examiner combien d'articles ont été publiés dans la revue d'anthropologie la dernière année, par exemple. Par exemple, 20 articles ont été publiés. Eh bien, pour simplifier un petit peu les choses, on va dire 20 articles, 100 citations, une centaine de citations, signifie donc 100 divisé par 20. Le facteur d'impact est 5 et, soit dit en passant, c'est un facteur d'impact très élevé.
On va rarement avoir ce genre de situation. Ça se produit avec des revues qui ont énormément de projections, parmi les plus connues dans le milieu universitaire, Nature, et dans le domaine médical, un nom que le traducteur n'a pas compris, qui a facteur d'impact très élevé. Le facteur d'impact peut être bas également, ça peut être 0,15, ça peut être 0,5. Ça ne veut pas dire pour autant que la revue est mauvaise pour autant. Mais donc, qui va définir ça? Je répète, ça ne signifie pas que l'article est bon, ça signifie que l'article est fécond, que l'article a été cité. Parfois, les citations peuvent être même utilisées pour critiquer l'article. On doit être attentif à ça. Parfois, on peut avoir des citations qui, c'est un peu comme quand on commente des choses que des canailles postent dans les réseaux sociaux, eh bien, on commence à commenter ce qu'ils disent, les bêtises qu'ils disent. Si on dit espèce de canaille, tu mets une photo d'un génocidaire dans ton profil, je ne sais pas quoi, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le commentaire de cette personne que je vais critiquer va augmenter dans les statistiques et va être beaucoup plus vu. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas commenter les posts des canailles, nous ne devons pas leur donner d'audience, puisque eux, ils veulent qu'on parle, même qu'on parle mal d'eux, tant qu'on parle d'eux, ça fonctionne. Donc, il faut comprendre donc cette question du facteur d'impact. Les articles, parfois, ont été utilisés pour la recherche, et bien que certains articles aient pu être cités pour être critiqués, dans une grande mesure, il s'agit là plutôt du contraire. Donc, le facteur d'impact, c'est quand même un outil de mesure assez intéressant, assez important, et qui est très utilisé dans les domaines des sciences exactes et biologiques. Peu utilisé toutefois dans les humanités. Je parle d'humanité, c'est un terme large pour couvrir trois grands domaines, à savoir de l'arbre de la connaissance, tel qu'il a été établi par le CNPq depuis 30 ou 40 ans à peu près. On a tenté de réviser cet arbre. J'ai moi-même tenté de participer d'un groupe pour essayer de réviser ça. On n'a jamais réussi à modifier cet arbre. Malgré toutes ces imperfections, cet arbre de la connaissance prend en considération, dans le cas de ce que l'on appelle les humanités, les sciences humaines, qui incluent la sociologie, la science politique, l'anthropologie, l'éducation, l'histoire. On a les sciences sociales appliquées, qui incluent l'administration. Quoi d'autre? Bref, je ne me souviens plus. Excusez-moi, ça fait un petit bout de temps que je ne parle pas de ça, j'ai oublié. Et le troisième, c'est littérature et art. Donc voilà les trois domaines qui sont rassemblés dans le terme humanité. Donc on a réuni tout ça sur le terme humanité, qui est un nom vague, un nom imprécis, générique, mais malgré tout, ce sont des domaines qui traitent de l'être humain et qui publient principalement dans des livres, en plus d'autres publications. Bien sûr qu'il existe aussi des revues périodiques de qualité, mais ça, c'est le principal focus, c'est le livre. Et cela apporte des conséquences assez compliquées en termes d'évaluation, puisque évaluer les domaines qui ont publié dans des revues périodiques, eh bien, c'est plus simple, principalement grâce aux facteurs d'impact. Maintenant, évaluer les domaines des humanités, c'est plus compliqué. La CAPES a créé dans les années 90 un instrument qui s'appelle Qualis. Et Qualis, c'est une façon de nationaliser le facteur d'impact. C'est-à-dire que si je prends le facteur d'impact, et dans certains domaines, je vais dire le facteur d'impact de X ou Y, Qualis A1, ça correspond à Qualis A1, Qualis A2, ou alors B1, B2 jusqu'à B5. Ce sont des séquences. Ensuite, après B, il n'y a aucune importance. Ça ne vaut quasiment rien après B. C'est ce que l'on entend. Eh bien, c'est avec ça qu'on fait une évaluation directe, disons, dans les domaines qui publient principalement dans des revues périodiques. Maintenant, dans le domaine des humanités, on peut également utiliser le facteur d'impact pour une correction. Par exemple, si on prend les sciences agraires, une hypothèse, quand j'étais directeur de la CAPS, ça s'est produit par exemple, mais quand j'étais directeur de la CAPS, mais ça vaut toujours cet exemple. Si on regarde le facteur d'impact des sciences agraires, par exemple, on va voir qu'un article sur le maïs, sur le blé, aura un impact plus grand qu'un article sur le soja. Mais qu'est-ce que le Brésil produit? Le Brésil produit beaucoup plus de soja que de blé à cause du climat, etc. Ça signifie qu'on doit corriger le facteur d'impact. On doit corriger le facteur d'impact, dans ce cas, de telle sorte que l'on puisse stimuler nos scientifiques agraires pour faire de la recherche sur le blé qui aura peu d'utilité pour le Brésil et on va les stimuler à améliorer la production de soja, de café, bref, des produits agraires et également de l'élevage, issus de l'élevage, qui sont pertinents pour le Brésil.
Donc, le facteur d'impact, ce n'est pas une Bible et il peut être corrigé par ces questions. On peut également décider de stimuler, dans la même ligne de pensée, hein, on peut décider de stimuler certains types de recherche. Maintenant qu'on a dit ça, Qualys est quasiment prêt à partir du facteur d'impact à évaluer les domaines qui sont publiés dans les revues. Maintenant, pour les livres, c'est compliqué. Un livre, on ne peut pas avoir de Qualys par rapport à un livre. Moi, quand j'étais directeur de la CAPS, j'ai pris en considération l'hypothèse de faire un Qualys des maisons d'édition et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Il y a des maisons d'édition qui publient les meilleures et les pires choses en même temps. Donc, on ne peut pas dire si tel éditeur, je vais citer personne là, bien sûr, mais on ne peut pas dire que tel éditeur ne publie que des bonnes choses dans tel domaine ou tel domaine. C'est possible d'avoir des choses bonnes et des choses mauvaises. Donc, pour les livres, c'est une question beaucoup plus compliquée et on ne peut pas prendre en considération le facteur d'impact, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas voir tous les livres. La professeure Maria Macolata, qui était coordinatrice du programme de troisième cycle de communication de notre ECA à l'USP, elle a fait un très, très beau travail dans lequel elle s'est intéressée à des citations qui étaient apparues dans des centaines de thèses de doctorat et dissertations et mémoires de recherche. Et elle est parvenue à élaborer une liste de qui étaient les scientifiques les plus utilisés. Et curieusement, la personne la plus citée parmi les auteurs brésiliens mentionnés dans le domaine de la communication, c'était un anthropologue, Renato Ortiz, qui est actuellement à l'Unicamp. Cela, ça fait plus de 10 ans déjà. C'était une recherche intéressante puisqu'on a pu voir justement quelle était l'influence, la fécondité des chercheurs dans le domaine de la communication. Dans aucun autre domaine que je sache, une telle recherche a été menée. Donc, quand on parle du facteur d'impact et d'évaluation, dans le cas des sciences humaines, des humanités, pardon, le Qualys doit être élaboré de telle sorte qu'il permette de prendre en considération une évaluation faite par les scientifiques eux-mêmes, ceux qui font partie de la commission d'évaluation de la CAPS. Donc, Qualys, c'est plutôt fait, disons, pour autre chose. C'est clair que certains domaines peuvent établir des règles générales, comme par exemple la revue, pour avoir telle ou telle note, doit avoir 2 publications par an, par exemple. Ou alors, elle doit avoir un conseil éditorial ou soumettre des revues à des articles à une évaluation, principalement lorsqu'on parle d'art. On peut établir tout un tas de règles comme celle-ci et généralement, ça fonctionne plutôt bien. Mais en principe, on doit faire ça, on doit évaluer la qualité que l'on connaît, de ce que l'on connaît. Donc, ce n'est pas nécessairement la fécondité qui compte, là, c'est la qualité. Donc, disons maintenant que les revues qui font partie de Cielo, dans certains domaines, les revues qui ont été acceptées dans le système Cielo sont automatiquement attribuées une note élevée. Pourquoi? Parce que Cielo fait déjà une évaluation assez rigoureuse et ça, c'est un point important concernant l'évaluation. On ne peut pas euh, remettre complètement l'évaluation aux mains d'une seule personne ou d'une seule équipe ou d'un seul critère. L'évaluation implique nécessairement de travailler avec plusieurs critères qui sont issus de plusieurs endroits différents. Donc, par exemple, si l'on prend en considération le facteur d'impact et considère qu'il est important, eh bien, le facteur d'impact n'a pas été choisi pour certains secteurs, par exemple, certains domaines de la connaissance. Il y a déjà d'autres critères externes et d'autres acteurs externes peuvent intervenir. Si l'on prend d'autres critères, comme par exemple la quantité de bourses de recherche du CNPq qui ont été appelées les bourses de productivité, c'est un nom que je n'aime pas du tout d'ailleurs, eh bien, si l'on utilise comme critère les bourses du CNPq qui n'ont pas été évaluées par la commission de la CAP, c'est plutôt par la CNPq. Et là, c'est un autre organisme, mais là, on peut multiplier ces facteurs. Et là, c'est très bien de pouvoir évaluer en prenant en considération Cielo, justement parce que ce n'est pas la même équipe qui fait l'évaluation du domaine. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que la question de la publication ouverte fait référence principalement aux revues périodiques. La question des livres n'est pas prise en considération. Les livres sont un problème particulièrement compliqué dans l'évaluation de la CAPS. Et lorsque l'on parle d'évaluation de journaux périodiques, c'est la CAPS principalement. Le CNPq et d'autres organes ne s'occupent pas de ça. Donc, cette évaluation est faite par la CAPS. Et dans le cas de la publication ouverte versus publication fermée, tout ça est très lié à la publication périodique, aux revues périodiques. Je n'ai pas forcément suivi de très récemment, mais le facteur d'impact, c'est un produit ou c'était un produit de Thomson, de la maison d'édition de revues scientifiques. Et nous arrivons à un problème sérieux maintenant, puisque lorsque l'on s'intéresse à des revues scientifiques qui publient
les meilleures choses possibles, qui fonctionnent par abonnement, c'est-à-dire qu'il y a un coût que l'on doit payer, et parfois un coût très élevé à payer, eh bien l'accès aux articles est assez compliqué dans ce cas-là. Et il est possible qu'une seule personne publie un article et qu'elle-même n'ait pas accès à l'article qu'elle a publié, parce que ni elle, ni son département, ni son université ne sont abonnés. Donc, pour lutter contre ça, la CAPES a créé un portail de revues en ligne. Un portail de revues en ligne de la CAPES, donc, auquel on peut s'abonner. C'est tout comme pour une grande quantité de revues, chaque domaine indique quelles sont les revues qui lui semblent importantes et la CAPES paye pour que beaucoup de personnes puissent avoir accès à ce portail. Qui sont ces beaucoup de personnes? Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement aujourd'hui, mais lorsque j'étais directeur de la CAPES, le critère était 0. Tous les cours de troisième cycle, qu'ils soient publics, fédéraux, de l'État ou même les universités municipales parfois, comme c'est le cas de celle de Taubaté par exemple, c'est d'ailleurs la seule université municipale du Brésil que je connaisse, dans l'État de São Paulo, pas du Brésil, pardon. Deuxième point, programme de doctorat avec la note 5 ou plus. Eh bien, basiquement, c'était ça les critères. La CAPES a commencé également à fournir des abonnements à des universités privées ou privées donc qui avaient un intérêt là-dedans et la CAPES rendait disponible cette collection, cette base de données, ces informations contre un paiement qui était moins cher que ce que l'institution paierait si elle s'abonnait directement. Voilà, il est bon de savoir que beaucoup d'universités font également des abonnements à l'échelle internationale d'ailleurs. C'est commun que les universités de l'hémisphère nord aient leur propre portail de revues périodiques. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que l'USP également est, est abonné à plusieurs revues qui ne font pas partie du portail de la CAPES. Donc, bien que le portail de la CAPES soit grand, ce n'est qu'une partie de la réalité. Lorsque j'étais directeur d'évaluation, j'ai eu un problème à l'œil et je suis allé à l'hôpital au Brésil. Et lorsque l'ophtalmo m'a reçu, elle m'a demandé où je travaillais. Je lui ai dit que je travaillais à CAPS et j'étais ravi par la réponse qu'elle m'a donnée. Ce que les gens savent de la CAPS, c'est que la CAPS distribue des bourses. Donc, elle m'a dit, euh, la CAPS se relayait. Toutes les semaines, il y avait un ophtalmo qui se relayait, qui allait jusqu'à la bibliothèque de l'UNIB, de l'Université de Brasilia, et sauvé sur des disquettes. Et c'était des disquettes à l'époque, on n'avait pas de pendrive encore, et enregistrait sur ces disquettes des articles qui leur semblaient intéressants là à l'Université de Brasilia. Et donc, il distribuait pour les collègues de l'hôpital ces articles et il faisait un séminaire avec les collègues de l'hôpital. Et donc, les gens pensent à la CAPS en général, quand ils pensent à la CAPS, ils pensent aux bourses, mais ils ne savent pas véritablement que la CAPS est impliquée dans l'évaluation. C'est comme si c'était un secret. L'évaluation n'est pas un secret, elle est transparente en fait, mais beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à ça et cela nous permet parfois de ne pas avoir trop d'interférences politiques d'ailleurs ou économiques. Mais les revues périodiques sont quelque chose de précieux et maintenant, on a toujours des problèmes. Donc, on paye pour avoir accès à des articles et parfois même pour pouvoir publier ces articles. Moi-même, j'ai publié un article suisse, par exemple, dans une revue suisse. Comme j'ai été invité, je n'ai pas dû payer, mais c'était l'équivalent de 6 000 reais pour pouvoir publier mon article normalement. Ça, c'est un grand problème. Parce que cet événement concernant la science ouverte doit faire face à ce type de problème. Et je pense que c'est important de situer ces informations initiales. La justificative pour faire payer les abonnements, pour faire payer les coûts de publication, ce sont les coûts qui sont ceux des revues. Quels sont ces coûts? D'abord, c'est l'équipe qui assure la sélection des articles, qui envoie vers un premier évaluateur, etc. Par exemple, en plus de publier mon article pour une revue, c'était une édition sur la gestion de la pandémie. En plus de l'article que j'ai publié sur la pandémie, ils m'ont demandé également de publier un autre article. Et moi, désolé, le traducteur n'a pas compris. Et donc, on pouvait avoir accès à d'autres commentaires d'évaluateurs. Et de la même façon, moi, par exemple, j'ai considéré que l'article était assez bon et j'ai donné mon aval sans restriction. J'ai simplement soulevé une question concernant des tout petits détails, des chiffres, véritablement une question de virgule, comme on dit ici au Brésil. Mais les autres articles, les autres commentateurs avaient déjà
avaient demandé des modifications minimes et d'autres ont demandé de réécrire complètement l'article. Et j'ai reçu il y a quelques jours de cela, d'ailleurs c'était hier, j'ai reçu un message qui disait que l'article avait été publié, ce qui signifie que très probablement il n'a pas été nécessaire d'effectuer toutes les modifications que les plus sévères parmi les commentateurs avaient demandé. Très certainement, ils avaient élaboré une moyenne par rapport à ces demandes. Donc, il y a une équipe qui vérifie les articles et qui regarde si les articles sont bons, qui les envoie vers les premiers commentateurs, qui gère la qualité des articles, qui gère en moyenne 5 commentaires par article. Ça a un coût. Il y a d'autres coûts, c'est les coûts de distribution. Il y a certains coûts qui ont diminué parce que, en remplaçant le papier par l'Internet, eh bien, certainement, ça permet d'économiser des dépenses industrielles. On ne va pas dépenser en encre, on ne va pas dépenser en papier, en courrier, en tout cas pas autant qu'avant. Et je tiens à ajouter qu'il me semble très compliqué dans le domaine de l'évaluation. Il y a quelque chose de très compliqué, c'est la chose suivante. Lorsque le facteur d'impact ou Qualis, lorsque le facteur d'impact apparaît, Qualis rappelle que ça ne permet pas de savoir si l'article en particulier, mon article, ton article, celui de Fernanda, de Paolo, de Carolina, on ne peut pas savoir donc combien mon article a été cité. On peut voir combien de citations de l'ensemble des articles publiés dans ce numéro ont été cités. Quel est l'objectif de ça? C'est que la personne va recevoir un… Ça signifie que si la revue est particulièrement bonne et qu'elle publie certains textes de personnes très… On va également pouvoir publier. Il y aura également des gens séniles et des gens prometteurs également qui seront publiés dans une même revue. Maintenant, quel est le problème? C'est que lorsqu'on a ça, moi, je vais regarder seulement les articles d'une revue. Moi, par exemple, si j'accède à la revue comme étant un objet papier, je vais à la bibliothèque, j'ouvre la revue, je lis l'article qui m'intéresse et je vais feuilleter les autres. Et éventuellement, je vois des articles de ce jeune docteur ou doctorant qui se détache, qui se fait remarquer particulièrement par rapport aux orientateurs, aux membres du jury, etc., qui ont confiance en lui. Donc, je vais lire son article et lui, il va avoir une promotion, une diffusion par rapport à ça. Lorsque l'on commence à avoir accès à ces informations sur Internet, j'ai mes réserves par rapport à la possibilité d'avoir encore accès aux revues. Je pense que là, on commence à partir de ce moment-là. Par exemple, pour reprendre l'exemple du cas de la revue d'anthropologie, vous allez sur Google et vous voulez savoir vous voulez des informations sur une tribu X ou Y. Vous allez sur Google, vous faites une recherche sur le site de la revue, par exemple aussi. Vous prenez les articles euh, peu importe le numéro, l'année de publication, tout ça. Donc, vous n'allez pas nécessairement faire face à la revue. Vous n'allez pas voir la revue à nouveau comme étant quelque chose puisque certains articles tirent les autres. Ça, c'est un grand problème pour l'évaluation et je ne sais pas comment le résoudre. Je sais juste que c'est un problème et je crois que ça va demander des changements importants dans la manière d'évaluer, ne serait-ce que parce que les publications ont changé. Lorsque j'étais directeur de la CAPS, je recevais régulièrement des lettres de personnes qui me demandaient s'il était licite concernant l'évaluation d'arrêter de publier en papier et de ne publier qu'en ligne. Et je répondais systématiquement à ces gens-là: pour l'instant, il n'y a pas de problème à publier en papier. On peut le faire uniquement en papier d'ailleurs, mais il est bon peut-être de penser à l'online dès maintenant. Nous vivons une période de changement assez grande. Et après une grande bataille ensuite, nous sommes parvenus à obtenir une loi d'un ministre qui a déterminé que les thèses de dissertation et de master devraient être rendues disponibles sur le site en question. Donc, nous avons fait de telle sorte que les thèses de dissertation, qui ont des questions de secret parfois, et ça existe, ou des questions qui sont en train d'être publiées sous la forme de livres ou sous la forme d'articles, de papers dans des revues. Mais en principe, cela a augmenté de façon extraordinaire l'accès à la production académique au Brésil, en permettant à la fois que d'autres programmes, d'autres chercheurs vérifient cette évaluation l'évaluation de la CAP, c'est importante, mais surtout permettre d'avoir de bons doctorats et de bons masters de recherche. Ça, c'est un point crucial, c'est l'axe de la chose. Donc, si le programme a une bonne note et que les notes du master sont mauvaises, il y a un problème. Donc, on doit regarder ça. Et second point, comme il s'agit là de recherches qui sont quasiment tout le temps financées, au moins partiellement avec de l'argent public, il est juste que les recherches soient rendues disponibles en ligne.
Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La muraille a été rompue entre les articles de revue, les thèses et les participations à des congrès. Il y a 15 ans déjà, c'était différent. Maintenant, on a beaucoup de congrès online, ce qui signifie que les gens font leur communication, font leur paper, le mettent sur le site du congrès et d'autres personnes discutent de cela sans nécessairement que ce soit en présence. Quelle différence entre ça et un article dans une revue? Ça n'existe pas, c'est pratiquement la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un facteur d'impact du congrès, peut-être? Ou alors quoi? Le type de production vont se mélanger. Donc, ça va être difficile de faire une évaluation traditionnelle à partir de Qualys et du facteur d'impact. Non pas que cela ait disparu, mais ça a son importance. Maintenant, pour résumer la question, je voudrais vous parler de certains problèmes, pas nécessairement des solutions. Alors, je pense également que lorsque l'on participe à l'évaluation, c'est quelque chose qui doit avoir une certaine durée. J'ai beaucoup aimé être directeur d'évaluation de 2004 à 2008. En réalité, j'ai beaucoup encore plus aimé j'ai préféré ça que d'être ministre de l'Éducation en 2015. Parce que voilà, c'est super d'être en contact avec des gens qualifiés uniquement, ne pas être dérangé par des injonctions politiques, etc. C'est excellent. Toutefois, lorsque l'on participe de l'évaluation, on ne peut pas s'éterniser dans l'évaluation. On doit savoir qu'au bout d'un certain temps, les critères d'évaluation vont être différents. Et lorsque l'on sort de l'évaluation, l'idéal, c'est de montrer quels sont les problèmes, de montrer quelles sont les questions qui sont apparues, mais ne pas proposer de solution. Moi, je ne proposerai pas de solution pour les questions que je suis en train de soulever, bien que je pense qu'elles soient essentielles et très importantes. Euh, Maintenant que j'ai dit cela, je conclurai en disant que lorsque l'on discute l'accès à la production scientifique, l'accès ouvert ou l'accès payant, on doit savoir que le plus important, c'est l'accès aux papers et aux revues qui publient des papers. Donc, cette question n'a pas trop d'importance pour les humanités. Dans les humanités, beaucoup de revues sont en libre accès. Cielo est complètement en libre accès. Comme je vous l'ai dit, Cielo est pratiquement la crème de la crème des publications en revue périodique brésilienne. Maintenant, dans les domaines dans lesquels dans lesquels on travaille avec des revues périodiques, c'est très important de développer, de démocratiser l'accès à ça, puisque quand on fait payer, on crée des inégalités assez grandes dans la capacité d'accès. Donc, on va avoir des institutions qui n'ont pas la possibilité de faire ça. Des institutions de pays pauvres, de régions plus reculées, plus en retard. Il est clair qu'il existe des politiques pour rendre ça plus possible. Le portail de la CAPES, par exemple, comme je l'ai dit, est un portail dont l'accès est franchisé à tous les programmes de troisième cycle dans les universités fédérales, municipales et d'État au Brésil. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes un pays très pauvre. Principalement, nous avons des pays très pauvres, notamment en Afrique, qui ont des difficultés pour ce genre d'accès. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire pour pouvoir vous apporter une petite contribution pour la discussion sur ces points qui me paraissent importants. C'est comment élargir l'accès à la communication, à la production scientifique de meilleure qualité et comment faire en sorte que tout cela puisse contribuer pour que le Brésil puisse se développer et voilà, et pour que la science puisse avoir une plus grande portée et plus d'impact chez les gens et sur la vie des gens. Merci. Merci, professeur Renato. On va passer maintenant la parole à Carolina. Simplement quelque chose. Je vais devoir partir à 3h30 parce que j'ai, bref, un petit problème. Je dois faire de la kiné, en fait. J'ai un problème de kiné. Le doyen, ce matin, était un peu en retard à cause de son kiné. Ben, c'est mon tour maintenant de partir un peu avant à cause de ma kiné. Donc, je vous demande pardon pour ça. Maintenant, j'aimerais entendre Carolina. Très bien. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par remercier l'invitation qui m'a été faite pour participer à cette rencontre si importante qui consiste à insister sur l'importance de la science ouverte
pour une personne qui a la possibilité d'être membre de la convention constituante au Chili entre 2021 et 2022. C'est un processus unique dans notre pays en raison de sa composition. Je vais expliquer ça un petit peu plus dans le détail avec une indépendance de résultat qu'a eu le processus constituant. Et il me semble que les défis sont plus présents qu'hier, et en particulier en termes de droit, de connaissance de la science et de tout ce qui a été discuté au sein de la Convention. Et je vous parle ça, je vous apporte cette contribution concernant le processus constituant chilien. Je commencerai par dire que notre pays a besoin de changements sociaux depuis de nombreuses années, hein, ce n'est pas nouveau. Nous avons besoin d'une nouvelle constitution politique de la République. Nous savons toutes et tous qu'après le coup d'État civique militaire de l'année 1973 a eu pour conséquence une dictature qui a duré 17 ans et s'est consolidée. Cette rupture démocratique s'est consolidée avec l'imposition d'une constitution qui est la constitution de la dictature de 1980. Et depuis ce moment, depuis lors, un problème constitutionnel est apparu, c'est-à-dire qu'il y a une demande de changement de la Constitution qui, selon nous, est une Constitution qui a marchandé les droits sociaux, qui en a fait une marchandise. Donc voilà la dialectique un petit peu et la contradiction qui existe ici et la dispute qui existe entre l'État social et démocrate de droit auquel nous aspirons versus l'État autoritaire. Là, vous avez une petite frise temporelle. J'espère que vous arriverez à la voir, que vous pourrez l'apprécier. On peut éteindre la lumière peut-être. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser cette présentation. Je vous l'enverrai pour que vous puissiez la partager les uns les autres et y avoir accès à volonté. Nous avons donc en première instance dans le gouvernement du président Salvador Allende, lorsque il a affirmé qu'il allait se soumettre à la souveraineté de la volonté populaire et la nécessité de remplacer la constitution du début du XXe siècle avec des fondements libéraux. L'idée était alors donc de changer cette constitution à l'époque, en 1971. Ensuite, on a eu le coup d'État en 1973. Donc, il y a une période de conspiration de 10 ans avant 1973 pour préparer ce coup d'État, et ça, c'est prouvé, c'est une certitude. Et le dictateur le dictateur a demandé l'élaboration d'une nouvelle constitution, et c'est pendant cette période, pendant tout ce processus, qu'est apparu un groupe qui est le groupe des 24, qui a proposé une alternative à ce qui était en train d'être fait à l'époque, et ce qui était à l'époque donc la commission Hortus, qui était en charge de l'élaboration de cette constitution de 80. Mais ce groupe des 24 a proposé une alternative, donc, en disant que le Chili devait être l'expression libre et réflexive de la volonté de la nation, résultat d'une convocation à une assemblée constituante. Voilà ce qui s'est posé comme problème en 1978. Mais en 1980 est promulguée, au terme d'un processus autoritaire imposé, l'actuelle constitution. En 1999, Gladys Marín a également proposé, on avait pris la démocratie, on était déjà de retour dans la démocratie, et Gladys Marín propose que l'État démocratique doit pratiquer un plébiscite pour faire tomber la Constitution de 80 et doit convoquer une assemblée constituante. En 2005, Ricardo Lagos, le président Ricardo Lagos, établit une réforme qui insiste sur certains points clés de l'actuelle Constitution, mais il est important de dire que ces réformes n'ont pas changé le cœur
de l'actuelle constitution de 1980, celle de l'État subsidiaire et celle du modèle néolibéral. Ensuite, on a en 2007 le mouvement pour l'Assemblée constituante qui apparaît. À ce moment-là, ce mouvement, l'idée commence à se raffermer, à se renforcer de l'idée donc d'un processus constituant, un processus démocratique pour une Assemblée constituante. En 2009, des candidats à la présidence incluent dans leur programme la proposition d'une nouvelle constitution. Et en 2011, le mouvement des étudiants, ou plutôt des étudiantes, au Chili demande une nouvelle constitution. Et en 2013, le mouvement citoyen pour l'Assemblée constituante se crée et la présidente Bachelet en est à son second mandat et elle a dans son programme également la proposition d'un processus de création d'une nouvelle constitution, mais qui ne s'est jamais réalisé. Et ensuite, le 17 octobre, nous avons connu donc le soulèvement social du Chili. Le 18 octobre 2019, ce sont des mobilisations épiques, c'est comme ça qu'on les a désignées, et qui ont eu leur origine dans ce qu'on appelle le saut des tourniquets du métro, vous savez, la mobilisation sociale qui apporte des demandes historiques chiliennes, qui donnent voix à ces demandes sociales. Des organisations communautaires se prolifèrent également et en réponse à cela, on subit une répression violente et une criminalisation des mouvements sociaux. Des violations des droits de l'homme se produisent. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont été mutilées au niveau des yeux notamment, des mutilations oculaires. Aujourd'hui, on a un programme d'aide et réparation de ces victimes. Et on a des accords politiques qui donnent lieu au processus constituant qui prévoit un plébiscite au début pour que le pays se prononce pour dire s'il veut oui ou non une nouvelle constitution. Ensuite, on élit les conventionnaux en suivant la parité et la composition. Donc, c'est la composition paritaire, c'est un fait unique au monde. Autant d'hommes que de femmes font partie de cette convention constitutionnelle. C'est important de dire l'accord qui a permis cela ne prévoyait pas la parité. La parité est arrivée après, plusieurs mois après même, au Congrès, lorsque les femmes ne pouvions être en égalité, en tout cas numérique. Moi-même, j'étais l'une de ces constituantes et je représentais le district numéro 1 qui correspond à la région nord du Chili, qui est Arica y Parinacota. Et je voudrais ici vous parler de quelque chose qui me semble très important, c'est concernant donc les populations autochtones qui n'ont pas fait partie des discussions non plus. Et les populations autochtones ont eu ont eu un canal spécifique de participation pour faire partie du processus, mais seulement les peuples autochtones. Mais au Chili, on a aussi les peuples tribaux afro-chiliens qui sont reconnus par loi comme les peuples tribaux afro-chiliens et qui n'ont été reconnus comme tels qu'en 2019. Et eux n'ont pas eu, pour le coup, de canal de participation réservé à ce processus. Et moi, la région à laquelle j'appartiens, au Chili, concentre la plus grande population afro-descendante du Chili. Et donc, cela apporte une conversation, cela soulève une discussion importante, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège de porter le drapeau de cette communauté, de le porter à la Convention, et bien que nous connaissions tous le résultat, nous avons quand même eu 5 articles constitutionnels qui traitaient des droits des peuples afro-descendants chiliens. Ici, nous avons une image, une photo de ce qu'ont été ces mobilisations sociales au Chili qui ont donné lieu au processus constituant. Maintenant, parlons rapidement. Donc, ce processus a eu une durée en fait, ça a été 11 mois et 20 jours de travail au sein de la Convention. Et ici, vous voyez une photo du jour où ont débuté les travaux de la Convention. Alors, 155 représentants au sein de la Convention constitutionnelle chilienne avec la parité de genre, des commissions provisoires et 7 commissions thématiques. Et le résultat a été cette proposition constitutionnelle qui contient 11 chapitres avec 388 articles et 57 dispositions transitoires
à savoir ce qui allait rendre possible la mise en œuvre de la proposition au cas où tout ça aurait été approuvé. Mais concernant maintenant, qu'est-ce qui s'est passé concernant les connaissances de la science dans le cadre de cette commission et dans le cadre de ce processus si historique pour notre pays? La commission donc sciences, arts, culture, patrimoine, communication. Donc le débat a tourné autour du droit aux connaissances de la commission sur les systèmes de connaissances, sciences, arts, culture, patrimoine, communication. Donc cette commission, celle de système politique, système de justice, droits fondamentaux, territoire et régionalisation, principes constitutionnels, et cette commission, c'est celle qui a été, on a Marcella, une des coordinatrices de cette commission. Le débat donc s'est structuré autour, et là j'en profite pour vous apporter un bref résumé de ce que nous avons regardé, de ce à quoi nous sommes intéressés dans le cadre de cette commission et de la signification des connaissances de la science. Quelle a été sa fonction sociale? Pourquoi on a fait des recherches? Pourquoi on a produit des connaissances? Je voudrais vous dire que moi, je ne me développe pas, je ne travaille pas seulement dans le domaine de la recherche, hein. Je suis professeur à l'université Saint-Thomas à Arica dans la discipline de travail social. Mais la discussion nous montre que cette fonction sociale donc, de la recherche scientifique, de la science, de la technologie, de l'innovation est directement liée de façon est directement liée au développement intégral des personnes, des gens. Pour la forme de production, comment est-ce que la technologie, les connaissances impactent la vie des gens, impactent la diversification de la matrice productive notamment? C'est une fonction multidisciplinaire. Pour la protection de la santé, nous trouvions au milieu d'une pandémie qui nous semblait interminable, comme si nous vivions une guerre, et tant d'autres choses qui se produisent au milieu du chaos actuel, et sans parler du changement climatique. L'institutionnalité des connaissances de la science, technologie, l'innovation, en définitive pour le bien vivre, le vivre bien, le bien vivre, pardon. Dans ma langue, dans la langue aymara de ma région, c'est le sumakaman. Donc, il s'agit aussi de neutraliser les effets du changement climatique. Voilà quelques-unes des synthèses, des conclusions qui, qui ont, auxquelles nous sommes parvenus dans le cadre de ces discussions. Je ne vais pas vous lire les articles, mais je vais vous dire que lorsque on arrive à comprendre plusieurs systèmes de connaissances, et là nous parlons également de la justice épistémique. En reconnaissant et en s'ouvrant à différents systèmes et différentes formes de connaissances, pas seulement des connaissances scientifiques, mais aussi des connaissances produites à partir des savoirs ancestraux, eh bien, l'apport des connaissances et des pratiques à tout niveau dans la production pour la santé, par exemple, des peuples autochtones ou des peuples originaires. Tout cela fait partie de leur cosmovision. Et par exemple, il y a des articles dans lesquels on parle des connaissances des peuples autochtones, de leur droit à la santé, par exemple, ou de leurs droits culturels, où on oblige l'État à garantir leur accès au développement, à la culture, aux arts. Et l'idée est donc de prendre en considération toute la diversité qui existe chez ces peuples et sur tous ces territoires qui constituent notre pays. Il s'agit donc de reconnaître et de valoriser cette diversité culturelle. La reconnaissance des savoirs autochtones et des processus d'extractivisme et de l'expoliation qu'ont subi ces peuples originaires. Et là, on voit un concept qui est l'épistémicide. C'est à partir de là qu'on a l'idée de la justice épistémique, l'importance de revitaliser ces savoirs. Et par exemple, nous trouvons parmi les propositions des articles comme les droits aux connaissances, l'article 96 qui parle notamment de la création, de l'innovation des différents systèmes
le rôle de l'État pour reconnaître et soutenir et développer cela, les peuples des populations autochtones, les droits des populations autochtones, pardon. Donc notre discussion et ce que proposait cette proposition, nous sommes toujours dans le cadre de ce processus d'ailleurs, c'est que l'accès à la connaissance requiert, doit être garanti constitutionnellement. Et cela signifie également que ceux qui produisent de la connaissance, il s'agit donc de reconnaître ceux qui sont dans le domaine de la science, aux chercheuses, aux chercheurs, comme étant des travailleurs. Et ils ont des droits qui doivent être respectés pour ce faire. Dans notre pays, ceux qui se développent dans le domaine de la science et des cultures, ce sont généralement des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas protégés par des droits. Donc, il existe un rapport entre l'éducation et l'acquisition de connaissances et le développement de la pensée critique. Et l'accès aux connaissances qui était dans plusieurs articles par rapport à l'éducation supérieure notamment, mais aussi l'éducation digitale qui est prise en considération et l'accès à des connaissances et à la connectivité. Alors, concernant les contributions réflexives, je voudrais dire que alors, on ne peut pas conclure parce que cette discussion va continuer, mais je dirais que la production de connaissances devrait être orientée vers le bien-être de la population. Nous avons entendu plusieurs expositions que j'ai vraiment adorées d'ailleurs, concernant comment on peut travailler cette question du bien commun, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie. Donc l'article 97 qui propose cela parle de la liberté de recherche et l'État est un sujet qui est obligé à promouvoir ce droit pour développer la science et la technologie. Et donc, ces avancées scientifiques et technologiques doivent servir à développer les politiques publiques également, pour fournir des services publics que l'État doit fournir. Donc, voilà, une réflexion sur les biens et les services publics. Quels sont les défis maintenant qui sont les nôtres en tant que pays dans le domaine de la connaissance? Nous avons parlé de l'ouverture démocratique, des avancées vers l'ouverture démocratique de production, mais aussi de pouvoir jouir de ces connaissances. Il s'agit que les connaissances scientifiques s'ouvrent au grand public dans l'environnement urbain, dans l'environnement rural, partout sur le territoire, et pour tous les genres aussi, qui prennent en considération les questions de genre. Donc, on propose que c'est un droit qui fait partie intégrante du droit à l'éducation. Non seulement une partie intégrante de l'éducation supérieure, mais de tout le processus de développement de l'éducation intégrale des individus. La garantie de participation qui doit garantir ce processus de création, de production, doit être démocratique et participatif. Donc, il ne s'agit pas seulement d'accéder à la connaissance, mais aussi d'être protagoniste, créateur et créatrice des connaissances, mais aussi récepteur et réceptrice des bénéfices produits par la connaissance. C'est une réflexion importante. Dans notre pays, lorsqu'une petite fille, par exemple, se distingue en sciences, eh bien, c'est un événement national. Et nous, on ne veut pas que ce soit ça. On voudrait que toutes les petites filles et que tous les petits garçons, depuis le plus jeune âge, puissent avoir la possibilité de créer. Et nous voulons que leur préoccupation soit de créer, d'apprendre, de rechercher, puisqu'ils ont les éléments nécessaires. Nous voulons qu'ils aient les éléments nécessaires pour pouvoir assurer cela, peu importe s'ils habitent dans la ville de General Lagos, qui est une ville à Arica y Parinacota, à 4500 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, donc, à côté de la Bolivie, où il y a de l'électricité quelques heures par jour seulement et où l'éducation n'arrive que jusqu'au CP.
et où les enfants doivent migrer dans des régions urbaines pour pouvoir avoir accès à l'éducation. Là, ils sont privés d'un droit essentiel pour du droit à ce développement. Voilà, il faut donc établir cela comme étant un droit. Maintenant, la démocratie, la science et le bien commun. Alors, nous savons que la relation entre la démocratie et la science est intrinsèque. C'est un rapport qui existe pour améliorer la démocratie. Il faut participer de façon directe, mais aussi de façon impliquante à la vie culturelle, qui inclut nécessairement la production de connaissances et l'usufruit collectif des usages et des fins de ces connaissances, FINS. L'idée de bien commun, nous avons considéré que lorsque les connaissances sont acquises au service du bien-être de toute la population, elles permettent donc de garantir le développement intégral des peuples. J'ai une phrase là, et je vais terminer là-dessus, que c'est une phrase que nous avons entendue, je crois. Dans une commune rurale de la ville, de la région dans laquelle j'habite, on parlait du dialogue constitutionnel et il y a un citoyen Aymar de la commune de Camarones. Avec lui, on discutait donc du développement des connaissances, des savoirs. Et donc, Dokoseruma, il s'appelle comme ça, il a dit: nous voulons tous le développement, nous voulons toutes et tous le développement. Mais pourquoi est-ce qu'on veut le développement? En fin de compte, il faut développer, il faut définir, pardon, ce que c'est. Et l'objectif, on peut dire, je pense que l'objectif final du développement, c'est le bonheur. Le bonheur des gens, le bonheur des pays, le bonheur des peuples. La façon dont chacun et chacune conçoit son bonheur. Les moyens pour atteindre ce bonheur, c'est une autre question, mais quoi qu'il en soit, il existe une dimension collective là-dedans. Je voudrais partager avec vous le premier article de la proposition de constitution qui n'a pas été approuvée, mais c'est toujours un rêve, donc c'est un rêve que l'on doit poursuivre encore et ce premier article donc dit nous pensons que ce premier article devrait être le cœur de la nouvelle constitution. Le Chili est un État social et démocratique de droit. Il est plurinational parce que nous sommes un pays diversifié, pluriel, interculturel, régional et aussi écologique. Il s'agit de faire un saut qualitatif et quantitatif vers la transition écologique. Le Chili se constitue comme étant une république solidaire, sa démocratie est paritaire et reconnaît en tant que valeur intrinsèque et auquel nous ne pourrons jamais renoncer la dignité, la liberté, l'égalité entre les êtres humains et leur rapport indissoluble à la nature. La protection et la garantie des droits humains, individuels et collectifs, sont le fondement de l'État et ils orientent toute son activité. Il est du devoir de l'État de générer les conditions nécessaires afin de fournir les biens et services pour garantir la jouissance égale des droits, l'intégration des personnes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle en vue de leur plein développement. Et enfin, ici vous voyez une petite phrase d'une chanson d'un groupe chilien qui s'appelle Iyapu et qui m'a rappelé beaucoup ce que Stéphanie a dit tout à l'heure, a montré dans la vidéo qu'elle a montrée tout à l'heure, c'est la valeur et l'importance de l'organisation pour pouvoir travailler. Par exemple, si on parle de la souveraineté alimentaire, qui est aussi un sujet discuté dans cette proposition, en passant par les connaissances et notamment en allant jusqu'à l'écriture de nouvelles histoires. C'est le conflit des récits dont on parlait tout à l'heure. Pour en atteindre un niveau où on pourra avoir une vie bonne et dans notre pays, depuis que l'État-nation existe, c'est le cas dans toute l'Amérique latine d'ailleurs, nous avons eu jusqu'à maintenant un État monoculturel qui a invisibilisé les autres savoirs, qui les a rendus invisibles et qui a probablement écrit sa propre histoire sans prendre en considération ces autres peuples. Et si ces choses-là n'avaient pas été faites, eh bien, nous ne subirions pas
les effets de l'exploitation prédatrice de nos ressources et toute la brutalité que nous vivons actuellement, liée notamment au changement climatique en Amérique latine. Merci beaucoup. Gracias, Carolina. Merci, Carolina. J'aimerais proposer au public maintenant de poser des questions ou de faire des commentaires. J'imagine qu'il y a probablement des questions pour le professeur Renato Janine que l'on peut enregistrer peut-être et il pourra nous répondre peut-être après. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est une question trop simple peut-être, mais en tout cas, il me semble que on peut l'anticiper peut-être. Maintenant que le mot final n'est peut-être pas très optimiste et nous partons un petit peu du principe que nous renonçons à tout un tas de choses, existe-t-il une possibilité de récupérer ces mesures, les mesures que vous venez de présenter? Je pense en particulier au système de reconnaissance, de la justice épistémique. Est-ce qu'il existe un plan B? Bien sûr, cette question s'applique à tous les processus constitutionnels, bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait avoir peut-être ça pourrait être un exemple pour savoir comment passer par la porte de derrière, peut-être, pour pouvoir avancer? Est-ce que je réponds maintenant? Oui. Alors, très bien. Merci pour cette question. J'ai oublié de dire quelque chose d'important concernant ce travail. C'est un travail qui a été le fruit d'une commission qui a eu 15 participants, 15 membres, et je voudrais rappeler ça et, et saluer ici des personnes dont le traducteur n'a pas compris les noms et d'autres compagnons constituants qui ont contribué de façon très importante le contenu en termes de connaissances et de savoir. Alors, le plan B, on ne le sait pas, on ne le connaît pas. On est dans un processus actuellement. Nous sommes un petit peu, nous subissons encore les impacts de ce résultat. Et il y a une chanson qui dit d'ailleurs que la défaite est toujours brève, mais c'est une défaite dans le sens où nous croyons profondément que le contenu de cette proposition peut apporter des réponses à des demandes historiques qui existent dans notre pays. Les arguments, les raisons sont liées à un processus qui est en cours d'analyse actuellement. Maintenant, stricto sensu, le processus avait deux choix en fait. Si on l'approuvait, si on le validait, on mettait en œuvre la nouvelle constitution. Mais si on le refusait, on maintient l'actuelle constitution en vigueur, ce qui est la constitution de 1980, avec toutes les... Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une discussion au Congrès et nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Donc, il y a plusieurs postures qui se manifestent au sein du Congrès actuellement, plusieurs positions. Et nous ne savons pas exactement si on va avoir un nouveau processus constituant ou si on va simplement réformer l'actuelle constitution. Que le pays a déjà dit d'ailleurs, lors d'un plébiscite, le pays a déjà dit qu'il ne voulait plus cette constitution. Donc, tout est en cours de développement, disons, actuellement. Claudia. Claudia. ¿Yo o otra persona? No sé. Moi ou quelqu'un d'autre? Desculpa. Non, por favor. Por favor. Ok. Bien. Muy súper Okay. interesante. Je suis très intéressé par cette intervention. Je suis une amie du Chili depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et ce que je voudrais vous demander, c'est, je ne sais pas si c'est véritablement lié à cette question, mais ça m'intéresserait beaucoup de savoir si, concernant la défaite de ce texte constitutionnel qui proposait un changement radical de toute la structure constitutionnelle et constituante du pays, qu'est-ce qui se passerait actuellement dans le gouvernement
actuelle par rapport à la politique nationale de sciences ouvertes au Chili. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction tellement grande entre tout type de perspectives de sciences ouvertes et les politiques scientifiques qui se sont développées autour de l'accès ouvert, autour de l'orientation du Chili en direction d'un certain type de publication mainstream. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir de voir que, en tout cas, dans cette perspective, dans cette direction, on pourra avancer. L'autre chose, c'est que j'ai des collègues ici de la ville de Arica. La ville de Arica, j'ai des collègues. Je me demande si, du point de vue local à Arica, pensant le processus constituant national, comment est-ce qu'on a vécu cette défaite électorale et est-ce qu'il existe des groupes, des noyaux peut-être locaux qui représenteraient à l'échelle municipale la possibilité d'avancer dans cette perspective de cette constitution, donc au-delà de la dynamique nationale, donc au niveau local véritablement, existe-t-il donc une perspective de modification dans cette direction? Alors, concernant les avancées en termes de sciences, nous avons un jeune ministère de la science au Chili, un ministère qui a été créé il y a quelques années seulement, hein, c'est assez jeune. Et dans le cadre du programme de Gabriel Bori, il y a des propositions concrètes qui proposent des avancées en matière de sciences pour le développement du pays. Et nous espérons, et c'est pour cette raison que la discussion qui a eu lieu au milieu de la campagne pour faire voter ou pas la Constitution avait donc en son sein des mélanges, disons, avec le programme, des éléments que les gens ont tendu à mélanger. Vous voyez, parce que le programme, c'est un programme qui doit être mis en place pendant la période qui correspond aux 4 ans de gouvernement. Et nous espérons qu'ils pourront se projeter, de projeter les propositions qu'ils proposent pour garantir les avancées de la science dans l'État du Chili. On n'aurait pas dû laisser ça se faire affecter, puisque le thème de la Constitution, c'est un thème qui inévitablement se mélange avec, depuis la perception citoyenne, mais ce sont des choses parallèles. On a le programme d'un côté du gouvernement qui doit avancer, peut-être plus lentement, certes. On a une sensation, en tout cas, qui est dans l'air, une sensation d'incertitude également, mais le président l'a dit lui-même il y a quelques jours, il a dit que pour un gouvernement, la manifestation des peuples ne peut pas être un échec. Moi, je parle d'échec concernant ce qui nous semble être un échec en tant que femme, en tant que militante, activiste des droits humains, pour qui certains sujets sont extrêmement importants, la vérité, la justice, la garantie de la non-répétition de l'histoire, puisque dans notre pays, nous avons très très peu avancé en matière de justice, en termes de justice. Mais nous ne devrions pas avoir de recul dans le programme du gouvernement, en matière de science, pardon, en termes de science. Alors, dans notre région, moi, j'oserais penser peut-être qu'au fur et à mesure que le temps passe, on a eu des moments, comment le dire, des moments où on s'est refermé sur soi-même, on a pu souffrir un peu quand on a entendu ces résultats, quand on a vu ces résultats, mais aussi il s'est agi d'écouter les autres organisations qui ont assumé ce qui s'est passé et se sont dit, voilà, c'est un processus. On en a discuté il y a quelques instants. Tout à l'heure, Salvador Allende a dit une fois, les processus, on ne les empêche pas. Donc, les organisations également, en tout cas, dans le domaine dans lequel moi je me développe, je pense qu'il faut comprendre les choses comme ça. Les demandes sont toujours les mêmes. La proposition constitutionnelle a été refusée, d'accord. Eh bien, la réalité du pays est toujours la même. Les demandes sont toujours les mêmes, donc, et il est important de renforcer et d'approfondir l'organisation et l'unité du pays. C'est la même question pour les peuples tribaux afrodescendants chiliens. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de connaître ces peuples-là, à Arica notamment, qui sont organisés, et il y a plusieurs organisations de femmes, notamment de travailleuses, travailleurs, dans le domaine de la culture aussi. À Arica, il y a
une expression très riche dans le domaine artistique et culturel. Donc, il y a un processus de réorganisation pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un impact politique. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Mais moi, ma question, elle est plutôt associée à la science et vous y avez en fait répondu. Vous y avez répondu. Donc, je suis satisfaite. Eu tenho uma música brasileira Il y a une chanson brésilienne qui est associée, qui est liée à cette situation, mais c'est très dur de la traduire dans le débat, dans le congrès multilingue dont nous faisons partie. Mais en tout cas, la chanson dit « Reconnais la chute et ne perdez pas votre motivation. Levanta, saco da poeira. Relève-toi, secoue la poussière, reconnais la chute. » Et voilà. Et ce que le compositeur veut dire, c'est qu'il est important de reconnaître la chute. Tout le monde insiste sur le recommencement. Et ce que le compositeur de cette chanson a voulu dire, il a voulu dire que ce qui est important, c'est de reconnaître que ça n'a pas fonctionné. Et c'est ça qui nous permet de recommencer. Merci. Merci beaucoup. Bon, votre présentation est très belle. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que véritablement, c'est dommage que le professeur Renato Janin Ribeiro ait dû partir, puisque je pense qu'il aurait été très important d'établir un dialogue avec lui. Principalement quand il s'agit de parler du facteur d'impact, puisque ne serait-ce que pour publier dans les revues, considérées comme étant des revues de haut impact, il est nécessaire de payer, on doit payer. Et ni les universités, ni l'État brésilien n'ont les ressources nécessaires pour pouvoir assumer cette dépense, pour simplement publier dans des revues de haut impact. Donc, pour pouvoir publier aujourd'hui dans Nature, il faut payer 9 000 € seulement pour pouvoir soumettre l'article et pour que cet article soit ensuite en accès ouvert. Lorsque l'on pense à la communication scientifique, on oublie le sens de ce que signifie communiquer. Communiquer ne devrait pas être quelque chose consistant à suivre des règles imposées par des grandes corporations internationales comme par exemple Scopus, comme les indices qui sont créés, parce que cela ne démocratise pas la science. Et la science devrait être l'activité la plus démocratique qui soit, justement parce qu'elle génère un bien commun pour tous. Et j'ai lu également que certains articles qui mentionnent l'esclavisation, la mise en esclavage des chercheurs à travers la nécessité de publier, l'obligation de produire. Et très souvent, ces publications sont des publications qui n'ont pas de grande qualité, justement parce qu'ils sont obligés de publier, parce qu'ils sont notés en fonction de la quantité de publications qui sont faites. Donc, la deuxième question, c'est que le Brésil, à travers l'intermédiaire de la CAPES, a signé le plan qui s'appelle le plan S. Qu'est-ce que c'est que le plan S? Qu'est-ce que ça veut dire de signer le plan S? Ça veut dire que la CAPES est responsable pour payer les chercheurs afin que ceux-ci publient dans les revues internationales. Et ça me bloque un peu, puisque imaginez si tous nos chercheurs demandaient des ressources pour pouvoir publier dans ces revues, qui sont des revues commerciales. Eh bien, nous n'aurions pas de budget suffisant pour pouvoir tous les payer. Donc, la démocratisation de la science serait dans ce cas-là restreinte à quelques-uns. C'est ça le problème le plus grave. C'est que plus on accepte ces règles internationales qui, en définitive, n'ont pas été faites pour des pays comme nous, du sud de la planète, eh bien moins
plus nous accepterons cela et moins nous dialoguerons avec les pays développés. Donc, cette logique, et moi, j'adorerais avoir l'opportunité, j'aurais adoré avoir l'opportunité de discuter de cela avec le professeur Renato Janin Ribeiro, principalement en vertu de l'expérience qui est la sienne à la direction de l'évaluation de la CAPES. Les livres, naturellement, doivent être évalués de façon différente, bien sûr, mais moi, je m'interroge sur le mot-clé démocratisation de la connaissance. Moi, comme la plupart des gens qui sont ici le savent, je pars de l'idée selon laquelle ce qui est produit avec des ressources publiques doit être public. Et même le portail de revue périodique de la CAPES, eux, ils se disent être le fruit d'une action démocratique, mais en fait, pour avoir accès, il faut être université publique. Et donc, ce n'est pas démocratique, en fait. Ce n'est pas vraiment démocratique, puisque tous les contribuables, brésiliens, nous payons, et le budget du ministère de l'Éducation, c'est notre argent. Donc, voilà, ce n'est pas si démocratique que ça, en fait. Donc, je pense que ces questions sont des questions fondamentales. Et comme vous avez pu le remarquer, nous avons beaucoup de pain sur la planche au Brésil afin de pouvoir faire en sorte que les hautes autorités comprennent ce que nous sommes en train de faire au cours au long des années, pourquoi pas dire au long des siècles, au cours des siècles, une méthodologie qui n'a pas été créée en partant de nos conditions, en partant de nos investissements en sciences, mais que nous essayons de suivre comme si comme si nous avions les mêmes conditions que les pays développés. J'aurais adoré avoir l'opportunité d'établir cette discussion avec le professeur Janine parce que ça aurait été un dialogue extrêmement intéressant qui aurait fait en sorte que nous puissions tous réfléchir à ça ensemble. Et la contradiction aurait été extrêmement importante à ce moment-là, notamment dans le cadre d'un symposium, comme c'est le cas sur la science ouverte. Excusez-moi, j'aurais vraiment aimé parler avec cette chaise vide qui est à côté de vous. Je n'en ai pas eu l'opportunité. Merci beaucoup. Paulo, você não quer se tornar o Renato Giannini por um momento? Eu não quero me tornar o Renato Giannini. Alors non, est-ce que vous ne voulez pas assumer le rôle de Renato? Alors non, je ne veux pas assumer le rôle de Renato. Je pense que la chaise sur laquelle il s'est assis est probablement la moins confortable. Elle est moins confortable que la mienne, très certainement. Donc non, je ne veux pas représenter Renato Janin Ribeiro. Mais j'ai des choses à dire, naturellement. J'ai des choses à dire concernant la question des publications en accès ouvert qui sont un problème pour des pays à revenus moyens supérieurs, comme c'est le cas du Brésil, où des revues systématiquement ont refusé les demandes de discount dans les taxes de publication, des demandes de ristourne. Donc, je pense qu'effectivement, on doit réfléchir un petit peu à l'entreprise que représente la publication scientifique. C'est quelque chose de très important pour notre société, pour notre développement, qui a été séquestré, qui a été enlevé par des maisons d'édition et par une culture de marque, de publication, en faisant avancer donc des évaluations de chercheurs avec lesquels la communauté scientifique, académique, dans leur ensemble, ont été d'accord au cours du temps. Et il y a une histoire qui a été publiée dans The Guardian concernant le rôle de Robert Maxwell dans tout cela. Il y a évidemment un mouvement qui consiste à tenter de changer cette histoire, et les mouvements comme le professeur Renato Janin l'a dit, qui partent d'un accès public de la connaissance qui est généré à travers des financements publics, et le principe est très solide. On a donc des archives en ligne avec des préprints qui permettent de garantir cet accès public. Toutefois, ces données ne passent pas par un curateur, un processus de sélection
Il y a des domaines sensibles, comme en médecine, par exemple. On a bien vu pendant la pandémie des préprints qui ont été publiés, qui ont été pris pour de la science bien établie par la presse et qui ont conduit à de nombreux problèmes, notamment des problèmes fatals, mortels, donc à partir de mauvais usages d'informations un petit peu tordues. Donc, la sélection des informations scientifiques qui sont publiées, c'est essentiel. Et cela a un coût. Cela a un coût qui doit être pris en considération et qui ne correspond pas aux prix qui sont faits payer par exemple, le groupe Spring and Nature. C'est 9 000 livres anglaises, 11 500 $ par publication. Ce n'est pas 9 000 $ par publication, c'est plus. Il y a des mouvements au sein de la communauté qui consistent à boycotter les revues du groupe Nature. Je connais beaucoup de personnes qui refusent de contribuer au groupe Nature, justement parce qu'ils considèrent qu'il y a des abus qui sont commis. Donc, c'est là une discussion dont j'espère qu'elle a déjà eu lieu au cours des 2 dernières journées. Malheureusement, je n'ai pas pu y participer de façon si active pendant cet événement, mais c'est une discussion qui, naturellement, dépasse un événement, va au-delà des capacités d'un événement de 2 jours, comme c'est le cas ici. Je voudrais vous dire que j'ai beaucoup apprécié les présentations qui ont été faites concernant les principes qui ont été pris en considération dans cette réforme constitutionnelle chilienne. Et je ne sais pas si… moi, je suis un physicien, hein, et nous, les physiciens, en général, on est connus pour être un peu arrogants. Donc, je ne sais pas si ce serait arrogant de suggérer peut-être que comme nous, les physiciens, le faisons, nous divisons les problèmes en petits morceaux. Et peut-être qu'il serait intéressant donc de proposer certaines propositions donc, de la société chilienne concernant la constituante à travers des paquets, en fait, de fragmenter un petit peu ces propositions. Par exemple, ces principes sur la démocratisation de la connaissance, génération de connaissances, valeur sociale de la science, tout ça, je pense que ce sont des choses qui ont une grande adhésion de la part de la gauche, de la droite, du centre. Donc, je pense que ça peut être de façon acceptée, de façon pacifique, en fait, sans nécessairement qu'il y ait d'acceptation pacifique du reste. Vous voyez, donc une séparation par petits paquets, peut-être. Je voudrais dire que le sujet dont nous discutons, nous avons entendu parler donc de production dans différents domaines de la connaissance, la formation des communications de la science, les livres qui prédominent dans le domaine des humanités, les articles scientifiques qui prédominent dans des domaines de ce que l'on appelle les sciences dures, les sciences exactes. Concernant les indicateurs de la scienciologie, peut-être, qui sont utilisés pour l'évaluation, pour tous les problèmes que ces indicateurs présentent, je ne peux pas ne pas parler d'un projet qui a été conduit ici à l'Université de São Paulo avec le soutien de la FAPESP, un projet qui s'appelle Métrique, conduit par le professeur Jacques Markovitch, qui vise justement à répondre au principe de la déclaration de San Francisco concernant l'évaluation responsable de la recherche. Voilà, j'ai parlé un petit peu de la question de la publication ouverte et je voudrais parler d'un autre aspect peut-être, à titre de commentaire, puisque voilà, on est pris par le temps et mon téléphone vient de m'aviser qu'il me reste 10 minutes pour me retrouver dans l'Institut de géosciences, dans un autre événement à l'Institut de géosciences, mais je ne peux pas ne pas parler de la perception publique de la science et de l'importance de cette perception publique. Lorsque l'on parle de démocratisation, c'est directement lié à la démocratie. Et moi, je travaille dans un grand domaine qui s'appelle l'information quantique. Et j'utilise les principes de la physique quantique, la plupart d'entre eux qui ont été développés pendant la première moitié du siècle dernier. Et j'utilise donc ces principes avec des connaissances approfondies en technologies nouvelles, que l'on appelle les technologies quantiques de nouvelle génération, en utilisant donc le phénomène quantique pour des applications modernes. Et il y a un domaine qui fonctionne particulièrement bien en fait, c'est un domaine de pseudosciences, hein, qui tolère beaucoup de bêtises qui sont dites. Et j'ai trouvé notamment un article qui parlait d'agriculture basée sur la technologie quantique. Et quand j'ai lu l'article, il parlait de communication télépathique entre des espèces végétales. Voilà, pour que vous ayez une idée de ce dont on parle.
il y a une édition spéciale d'une revue qui s'appelle Effects and Information Technologies de 2017. Et je considère qu'il y a quelque chose de très bien dit. C'est la chose suivante. Nous avons besoin de connaissances disséminées parmi la population sur la science très avancée que nous réalisons. Et bien sûr, pour pouvoir avoir un accès complet, il est important de passer du temps à étudier. Mais je pense que nous sommes obligés, nous avons le devoir de prendre les idées principales de ces études et de les diffuser de façon plus large au sein de la population pour promouvoir des connaissances concernant les forums de politique publique qui doivent être créés en fonction de cela et concernant un concept de recherche-innovation responsable basé sur des connaissances suffisantes, sur une compréhension suffisante par toutes les personnes intéressées pour qu'il puisse y avoir un débat social adapté au sujet des politiques publiques qui doivent être créées. Je pourrais tout simplement vous citer comme exemple les connaissances de la nature la plus profonde de la structure de la matière, les atomes ou ce qui vient avant les atomes et les applications qui naissent à partir de là, donc production d'énergie, en termes de production d'énergie comme en termes de production d'armes. La société doit avoir les informations adaptées pour pouvoir conduire de façon démocratique un débat au sujet des restrictions au développement de ce type de sciences et de technologies. Voilà, donc je pense que ça, je pense que cette opportunité est très importante. Et moi, je comprends là que c'est la seconde rencontre sur la science ouverte qui est organisée. Donc, je laisse ces questions peut-être pour qu'on en discute lors d'une troisième rencontre, Argentine, Brésil, peut-être même au Chili, qui sait, éventuellement avec de nouveaux articles d'une constitution. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que nous pouvons peut-être, si Nadège est d'accord, nous pouvons peut-être clôturer cette table ronde. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Paulo. Obrigada, Carolina. Muito obrigada. Merci, Carolina. Merci beaucoup. Et merci, Paulo, pour la proposition pour le Chili. Nous pensions justement au Pérou et à la France. Alors, nous avons plusieurs options pour ça. Merci beaucoup. Não tem nada contra fazer isso na França. Alors, je voudrais appeler Claudia maintenant pour clôturer cette rencontre. Claudia, nous avons hâte de t'entendre. Boa tarde a todos. Vou cortar uma parte da apresentação. Bonjour à tous, je vais retirer une partie de ma présentation, mais je vais être assez rapide. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors, je suis professeur à l'Unicamp, mais je fais partie de la coordination de la FAPESP en sciences et e-science et data science, et je suis responsable à la FAPESP pour la science ouverte à partir de données dans l'État de São Paulo. Aïe, comment est-ce qu'on fait ça? Você disse que era para mexer aqui. Não foi. Pronto. Então, muito obrigada à Nadège. Alors, merci beaucoup à Nadège. Et je remercie également deux institutions avec lesquelles j'ai beaucoup appris et qui, Research Data Alliance et FAPESP. Et donc, cette figure représente, à mon sens, l'essence de la science ouverte, à savoir la collaboration et le partage de tous les résultats ou artefacts impliqués dans une recherche dans le cadre de laquelle les données, les bases de données ouvertes impliquent la collaboration. Mais ça, c'est la partie de mise en œuvre. Et de fait, on ne peut pas parler de science ouverte si l'on ne parle pas de gens.
Donc, moi, la science, la définition que je donne de science ouverte, c'est la construction de connaissances de façon collaborative, médiée par des technologies de l'information. Et le centre de tout cela, ce sont les gens. Et lorsque l'on demande « pour quand ?» c'est le titre de ma présentation, il y a une question, c'est-à-dire que ça dépend de qui on parle. Parce que beaucoup de personnes se limitent au concept et d'autres s'intéressent principalement à la mise en œuvre. Je suis désolé, j'ai un problème de micro avec… Lorsque l'on parle de mise en œuvre, on parle très souvent des aspects informatiques, mais il faut aussi penser aux aspects humains. Et lorsque l'on parle de personnes, il y a des aspects techniques, culturels, éthiques, légaux et politiques. Et comme une partie des politiques, c'est quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises, c'est la question des financements. Et lorsque l'on parle de cette collaboration, on collabore en sciences ouvertes avec des gens qui ne sont pas encore nés, en fait. C'est-à-dire des gens et des groupes qui vont utiliser tout ce qui est rendu disponible pour la construction de la science. Et en faisant cette collaboration, il ne s'agit pas seulement de gens qui collaborent pour construire des connaissances. Il s'agit de l'infrastructure informatique qui a changé pour pouvoir soutenir la science ouverte. Donc, moi qui travaille avec des données en ligne, des bases de données en ligne publiques, eh bien, je vois un changement radical du point de vue théorique. Eita ferro. A parte teórica. La Agora partie também. théorique, c'est un peu mieux, mais elle est trop loin du micro maintenant. Il faudrait qu'elle soit… Il y a une poésie de Camões qui dit la chose suivante. Mes erreurs, je suis désolé, traduire de la poésie, c'est un crime, je n'y arrive pas. L'idée, c'est qu'il y a une espèce de conspiration contre elle. Voilà. Voilà, rien à voir avec la science ouverte. Donc, bref, en pratiquant la science ouverte, la science, la computing science, et donc, il y a des barrières techniques. Pour quand ça implique donc de prendre en considération des barrières techniques, des barrières culturelles, à savoir l'éducation, la prise de conscience, des barrières éthiques et légales, c'est sur celles-là que je vais me concentrer, à savoir éducation et législation, et des barrières politiques avec éducation, législation et prise de conscience et financement avec le caractère permanent. Je vais vous parler de deux études de cas. Le premier, c'est celui du réseau de São Paulo, réseau dont j'ai coordonné la construction. Alors, en 2017, réseau des archives en ligne, pardon. En 2017, la FAPESP a convoqué les doyens des universités publiques pour leur dire qu'ils souhaitaient installer dans l'État de São Paulo des archives en ligne pour la science ouverte. J'ai coordonné cette initiative qui a duré près de 3 ans, ce qui a impliqué 100 personnes, et ce réseau a été construit comme une fédération d'archives en ligne dans laquelle chaque université qui est représentée ici est régie de façon autonome et collabore en exportant des métadonnées vers le monde. Et aujourd'hui, cela n'atteint que 48 campus universitaires et plus de 200 000 personnes, ce qui fonctionne depuis 2019. Voilà, très bien.
Elle a été construite en ayant en vue l'ouverture et l'expansion. E foi inaugurada Et em lorsque, dezembro de en 2019. décembre 2019, elle a été inaugurée, Covid. et c'est là qu'a commencé Então, se agregou essa rede le em Covid. Oui. um mês apenas. En un mois, ce réseau, en seulement un mois, les Que tem archives en ligne sobre 50 milhões de qui exames, comportent actuellement des données concernant 50 000 800 mil examens pacientes. de tout type et 800 000 patients, Resultados científicos, tecnológicos e avec pesquisa. comme résultats scientifiques, avec des résultats scientifiques, technologiques et de recherche. La première observation, c'est que, vu que on a bien planifié les choses, Para construir, c'est levou. quelque chose qui aurait pris un an à être construit, eh bien on l'a fait en un mois seulement. Segunda coisa, Première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que todos seguem les données suivent os princípios éticos e tous les principes éthiques, légaux et les usages aussi. Ora, a gente olhando isso, Donc, en regardant cela, está resolvendo on, o problema. on pourrait dire le problème de la science ouverte est résolu. E, no entanto, Toutefois, voltando para trás, en- todas si as on- universidades já têm seus toutefois, toutes les universités ont déjà leurs archives en ligne, le réseau Então, existe, sabemos como fazer. donc nous savons comment Qual é o faire. problema? O problema Quel est le problème? Le problème, c'est les gens. quer dizer, não é um problema, a barreira. Ce n'est pas un problème, c'est une barrière plutôt. E o que acontece aqui são os aspectos Et voilà ce qui se passe, ce sont les aspects éthiques et légaux para inserir os pour dados. Então, insérer les données. os colegas franceses, Donc, en hommage à nos collègues français, coloquei uma gravura je vous ai mis une gravure de dessa Doré, de Gustave Doré, da lebre e da tartaruga, qui revient sur la question du lièvre et de la tortue. aberta cada Et vez mais c'est un archive qui se trouve dans la Bibliothèque nationale de France à la BNF. Pourquoi est-ce que cette figure est importante? a ética e Eh bien, c'est parce que l'éthique, plutôt l'éthique et la législation ont une intersection qui n'est pas totale. legal e nem Tout tudo ce qui est éthique n'est pas légal et vice-versa. está por trás da figura Et ce qu'il y a derrière cette figure, c'est que la technologie, c'est le lièvre qui court, 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 et la tortue, c'est la partie légale. conseguem acompanhar Et les lois n'arrivent pas à suivre da tecnologia. les avancées de la technologie. Na hora que a lebre cansa, Donc, au moment où le lièvre se fatigue, la tortue avance, conseguem mais elle n'arrive jamais à véritablement jouer dans la même cour. L'un des grands problèmes de mise en œuvre da ciência aberta de la science ouverte, c'est le lièvre et la tortue. que é o que está mostrado aqui. Et c'est ce qui est montré là à l'écran. Então, Donc, a parte desta aplicação de ética legal cette- depende do contexto. donc tout ça dépend beaucoup du contexte. Os dados devem ser abertos Dans quelle mesure les données doivent-elles être ouvertes, même si elles peuvent para o bem comum. porter préjudice aux individus, mais si dans le même temps, ils contribuent au bien commun. Problème de législation, donc. Les Européens savent très bien que la GDPR Os princípios legais, a les principes légaux, várias implementações mais plusieurs applications en Europe compartilhamento empêchent le partage de données. vários casos, inclusive, Dans de nombreux cas, d'ailleurs, notamment c'est le cas aux États-Unis. e tem o caso dos dados Et dans le cas des, que é exemplo claro des- je crois qu'elle parle des populations autochtones, organização não où protege l'anonymat ne protège pas nécessairement les individus, o indivíduo. puisque l'identité des individus Populações, chez de nombreuses populations, de nombreuses ethnies, est liée au groupe. então, quando se anonimiza Donc, lorsque l'on rend anonyme pessoais les données personnelles dessas populações de indígenas, quelqu'un membre de ces populations autochtones, proteger um indivíduo, on ne protège pas les os individus dados do grupo a que ele pertence si les données du groupe auquel il appartient ne sont pas également rendues anonymes. legislação associada Et la législation toda essa associée parte de à toute cette question des données est la protection des individus dados em proteção et ne pense pas à la protection du groupe. história do group harm.
C'est l'histoire du... Et c'est pour cette raison qu'il y a un événement et tout un groupe d'études de gestion de données en sciences ouvertes qui s'intéressent en particulier aux données sur les populations autochtones. Et comment faire ça de façon éthique et légale? Si vous le souhaitez, j'ai beaucoup d'informations à ce sujet-là. Et je vais terminer en vous parlant d'une deuxième étude de cas. Je suis coordinatrice à l'Unicamp des archives en ligne institutionnelles et concernant les données personnelles au Brésil, il y a une série de lois, de hiérarchies, de lois qui traitent de la façon dont on traite les données personnelles et des données de recherche. Ça commence avec la loi d'accès à l'information qui dit que les données ou n'importe quel type d'information avec des financements publics est public. C'est une loi de 2011. Si l'on suit cette loi, on va voir qu'il n'y a aucune protection de données privées s'il s'agit de recherches faites avec de l'argent public. Toutefois, on a aussi la GDPR brésilienne, qui protège déjà les données privées et qui a tous les codes d'éthique d'associations scientifiques. Et comme vous le savez, pour participer à des recherches, il est nécessaire d'avoir le consentement du participant avec des termes de consentement. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, à l'Unicamp? On a, en juillet de cette année, et nous avons changé le terme de consentement pour utiliser comme argument la science ouverte. Donc, l'Unicamp a créé un nouveau terme de consentement pour la participation en recherche qui prend en considération la science ouverte et qui a été approuvé au niveau national. Cela signifie que la science ouverte a été une motivation pour modifier la législation brésilienne concernant l'éthique et la recherche. Ça s'est produit hier. Et je vais terminer là-dessus. Science ouverte, pour quand? Collaboration, pour quand? La collaboration, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de très difficile. Et nous avons ici la belle et la bête, qui représentent cela. La collaboration, c'est merveilleux, mais c'est aussi difficile et ça implique de la confiance, avec tous ces aspects, notamment à prendre en considération. Donc, pour quand et jusqu'à quand? Ça peut être fait de façon immédiate, comme le réseau de l'État de São Paulo. Toutefois, cela exige tout un tas de facteurs qui impliquent des gens à moyen et à long terme. Et jusqu'à quand? Nous espérons que ce sera pour toujours. Voilà, je termine donc en 15 minutes. Comme je vous l'avais promis, je respecte ce à quoi je m'étais engagé et je vous raconterai la suite de Camões plus tard. Merci. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. La suite de l'histoire de Camões. Vous la connaissez, non? Ah, alors, mea culpa. Ah, pardon. C'est une poésie de Luis de Camões. C'est intraduisible. Les erreurs et la fortune, ça signifie le hasard. Désolé, le traducteur ne peut pas traduire. C'est trop compliqué. Voilà, merci en tout cas. Et voilà.
Muito obrigado, Cláudia. Foi muito interessante. Merci beaucoup, Claudia. Ça a été très intéressant. Ce qui me semble important à dire maintenant, c'est, j'aimerais avoir votre opinion à ce sujet-là, c'est concernant le rôle des bibliothèques universitaires, parce que j'ai remarqué que nous avons parlé un petit peu des bibliothèques, mais pas beaucoup. Ce sont quand même il y a des gens qui mettent leurs documents en ligne. Il y a une nouvelle profession qui s'appelle data bibliothécaire de données, en fait. Et nous nous sommes rendus compte qu'au niveau national, mais également au niveau international, que ce sont des personnes très importantes pour pouvoir suivre les chercheurs. Donc, je voudrais avoir votre opinion à ce sujet-là pour savoir ce que vous faites à l'Unicamp avec ces bibliothèques. Alors, le Data Librarian, et d'ailleurs, en Hollande, ça s'est divisé en deux. C'est le Data Librarian et c'est le Data Steward. Le Data Steward discute avec les gens et le Data Librarian discute avec les techniciens d'informatique. Les bibliothécaires de données, ça implique une formation spécifique que nous n'avons pas encore, très peu de gens en fait, en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de gens qui font ça déjà en Europe, en Amérique du Nord, mais ça va changer progressivement, notamment avec l'observation pour savoir qui sont les personnes qui se spécialisent. Les personnes qui se spécialisent comprennent les bonnes pratiques de gestion et de stockage et de préservation de l'information. Donc, ce qui est nécessaire, ce qu'il faut faire du côté de la science de l'information, en bibliothéconomie, pardon, c'est d'avoir un peu plus de connaissances du point de vue de la technologie de l'information et des données. Parce que justement, c'est pas, de gérer des articles, ce n'est pas la même chose que gérer des données. Et de quoi on a besoin? D'un côté, du côté du computing, du côté informatique, on a besoin de personnes qui coordonnent la mise en œuvre de ces infrastructures et de la reconnaissance de leurs besoins de collaboration. Donc, dans l'État de São Paulo, toutes les universités ont créé, chacune d'entre elles a créé une commission qui coordonne la mise en œuvre et la gestion des archives en ligne, composées par des gens, des bibliothécaires, des chercheurs qui travaillent autour des données et aussi des gens du côté politique de l'université. Et donc, c'est uniquement à travers la possibilité de travailler ensemble que les choses vont fonctionner. Ça, progressivement, ça va créer cette culture dont on a besoin et les connaissances des besoins de Data Librarian. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'ailleurs, je crois qu'en France, notamment, il n'y a pas encore beaucoup ça. C'est ce que je pense, hein, je ne suis pas sûr. Voilà, donc merci. Voilà, merci beaucoup. Et je vais vous donner peut-être juste une petite suggestion, une forte suggestion même. En raison de tout ce qui a été dit ici, je vous dis qu'il y a un livre qui s'appelle Science, science-fiction au pluriel, pardon. Science-fiction au pluriel, avec une personne qui s'appelle Stewart ST ou RT, RTCHIE, qui a été indiqué pour être keynote du prix Nobel d'économie de 2021. Et le sous-titre du livre, c'est « Comment, je suis désolé, j'ai du mal à comprendre. La quête pour la vérité ». Et tout le livre est au sujet de la destruction de la science à travers la fraude
La quête de réputation. Voilà, c'est un livre très intéressant avec beaucoup d'études de cas et qui peut nous aider énormément pour construire la science ouverte et l'éthique la vraie éthique. Merci. Muito obrigada, Cláudia. Merci beaucoup, Claudia. Encerramos aqui. Voilà, nous clôturons Obrigada a todas, maintenant. todos. Merci beaucoup à toutes et à tous. Foi intenso. Ça a été intense, hein, mais j'espère que ça a été productif, utile pour tout le monde. Bianca fala. Obrigada, Bianca, tu veux parler peut-être? Merci, Bianca. Proveitoso. Pour moi, ça a été très utile et j'espère que nous allons nous retrouver lors de la 3e rencontre au Chili et au Pérou, en France. Je ne sais pas exactement où, mais voilà, nous continuons à discuter, à collaborer sur des systèmes si importants, sur des sujets si importants. Et nous allons maintenant clôturer avec une caipirinha. Je pense que c'est la meilleure manière de clôturer peut-être nos travaux. Nous allons nous retrouver dans la rue Purpurine, 370, dans le bar San Cristóvão. Et si vous n'avez pas l'adresse, vous pouvez demander à Laura. Et nous allons ensemble participer. Ah, la première tournée, c'est la nôtre et les suivantes seront les vôtres. Voilà, c'est ça, c'est la modération. C'est pas moi, c'est l'ambassade qui paye en fait. Cláudia vai contar. Vou cantar, não, eu não vou cantar, eu vou voltar para Campinas, mas não posso ir-me embora. Alors, malheureusement, je vais devoir retourner à Campinas, mais je ne peux pas partir sans remercier et sans demander donc des applaudissements pour Nadège, notamment, qui a organisé un événement absolument merveilleux. Merci beaucoup. Obrigada a todos. Merci Claudia, merci à tous.